Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'IRM fonctionnel chez des patients intolérants aux multifocaux diffractifs. On sait tous que la chirurgie de la presbytie, c'est une chirurgie de compromis avec une pseudo-accommodation, mais il n'y a pas de restauration totale de l'accommodation. Et le succès dépend d'une neuroadaptation ou neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau à réorganiser sa structure et sa fonction en réponse à des changements dans son environnement. Cette neuroadaptation, elle dépend de nombreux facteurs, notamment l'âge, l'état sensoriel préalable, la différence entre le pré-op et le post-opératoire. Et la première cause d'explantation de patients porteurs de multifocaux diffractifs, c'est la vision cireuse. Et à noter que 6% des patients ont des plaintes, enfin dans certaines séries, ont des plaintes importantes. Ils ne sont pas forcément explantés, mais ils ont des plaintes. Donc nous, on a étudié sur 3 patients qui avaient une intolérance aux implants, l'IRM fonctionnel. Donc vous avez les caractéristiques de 3 patients ici, 2 hommes et une femme, âge moyen environ 65 ans. L'acuité visuelle sans correction préopératoire était bonne, avec 2 patients qui avaient 10 dixièmes P2 sans correction. Les implants, il y a un Restore, un Panoptix et un implant Fine Vision. Et les plaintes principales retrouvées, alors elles étaient souvent assez multiples et diffuses, mais c'était pour 2 patients plutôt une vision cireuse, et une patiente, c'était vraiment le côté photique et les halos. Le délai d'explantation post-chirurgie initiale était entre 1 et 10 ans, donc très variable. Et chez ces patients-là, on a réalisé une IRM cérébrale fonctionnelle en neuroradiologie, avant explantation, après explantation du premier œil et après explantation du deuxième œil quand c'était possible. David, vous avez rapporté déjà les résultats du premier patient. Le principe de l'IRM fonctionnel, c'est qu'en fait, en in vivo, on mesure l'activité des aires cérébrales par détection de changement local de flux sanguin. Quand on a une activation neuronale, il y a une augmentation locale du flux sanguin et il y a un rapport qui est important pour l'IRM fonctionnel, c'est le rapport entre oxyhémoglobine et désoxyhémoglobine, et il y a une modification de ce rapport en cas d'activité neuronale. Et ça se matérialise par un signal magnétique qui est mesurable, qui s'appelle le signal BOLD. Et en fait, donc ça, c'est l'IRM fonctionnel, et après, on superpose ce signal BOLD à une IRM anatomique. Vous voyez ici donc, le protocole d'IRM fonctionnel qui a été mis en place avec une neuroradiologue du CHU de Bordeaux. Donc, le patient est sous une antenne, il voit via un miroir une projection d'un vidéoprojecteur, et donc on a fait une lecture de mots, des flashs et des damiers, mesure en monoculaire puis en binoculaire. Donc c'est un processus qui est assez long par rapport à une IRM standard. Pour le premier patient donc, qui a été présenté, il y avait un pattern qui était assez défini. En fait, on voyait par rapport au préopératoire, après l'explantation du premier œil puis du deuxième œil, une diminution franche de l'activité corticale après explantation. En fait, ce patient, quelques mois après les interventions, finalement, s'est plaint à nouveau de troubles photiques alors qu'il avait des implants monofocaux. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Et pour les 2 autres patients qui ont été faits, on retrouvait finalement une majoration d'activité corticale après explantation, donc l'inverse, complètement l'inverse. Et de base, ces patients, en post-opératoire donc de l'implant multifocal, avaient des seuils d'activation préopératoire bas. Pour détecter le signal, en fait, on doit mettre des seuils, et chez ces patients, c'était particulièrement bas. Donc finalement, on avait un patient avec une diminution d'activité corticale et 2 patients avec une majoration de l'activité corticale après explantation d'implants multifocaux non tolérés. Et pour 2 patients, il y avait des seuils bas en pré-explantation. Il y a une 4e patiente que je ne présente pas parce qu'elle n'a pas encore été explantée, mais en tout cas, elle présente aussi ces seuils bas en préopératoire d'explantation. Il y a peu de littérature sur le sujet, on parle de 3-4 articles maximum, et il y a une série qui est intéressante avec 30 patients qui montre que l'évolution de l'activation corticale normale après implantation d'un implant multifocal, ça serait dans les 6 premiers mois une majoration de l'activité en post-opératoire immédiat, dans les aires de l'attention visuelle, donc surtout occipitale, et avec des retours au seuil préopératoire à 6 mois. Une autre étude qui est assez intéressante, c'est que finalement, qui corrélait la qualité de vision en amérométrie, donc objective, un questionnaire de satisfaction de qualité de vision, donc subjective, et l'IRM fonctionnel, qui montrait que chez les patients avec une moins bonne qualité de vision, il y avait une augmentation des plages d'activation corticale, mais ce n'est pas ces patients-là qui se plaignaient. Et qu'en revanche, les patients qui présentaient le plus de plaintes, c'est des patients qui avaient des petites plages d'activation corticale, donc qui correspondent à nos patients 2 et 3 en préopératoire. Donc l'hypothèse serait potentiellement qu'un traitement cortical qui est plus fin de l'image, donc avec des tailles de zones d'activation qui sont plus petites, ça entraînerait possiblement une perception plus intense des phénomènes dysphotiques et donc paradoxalement une détérioration de la qualité de vision subjectivement perçue. Alors c'est assez compliqué parce que c'est une étude plutôt fondamentale avec des protocoles d'IRM qui sont hétérogènes et cette IRM fonctionnelle, c'est difficile d'accès, c'est chronophage pour le radiologue, pas pour nous forcément, mais c'est utile dans la compréhension de la physiopathie de l'intolérance et évidemment ça nécessiterait une plus grande cohorte avec des témoins. Combien de slides vous reste-t-il? Comment? 0. Zéro, c'est bon. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.
Donc j'ai le plaisir d'inviter le docteur Gris Dulac à nous parler de la chirurgie combinée trabiculectomie au laser excimer plus phacoemulsification. Merci beaucoup Damien. C'est la dernière com avant de session Innovation Time, avant le grand quiz des internes, donc surtout restez parce que ça va être vraiment sympa dans quelques minutes. Et je vais vous parler rapidement d'une innovation qui est peut-être l'avenir de demain. Et pour vous resituer le débat, il y a un quart des patients que vous opérez de la cataracte qui a une hypertonie intraoculaire ou un glaucome. Donc il y a possiblement quelque chose qu'on peut faire pour baisser l'API ou réduire le nombre de traitements. Alors il y a beaucoup de MIGS, il y a beaucoup d'innovations dans les MIGS, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et je vais juste parler du laser Helios, en fait, qui est un laser excimer, donc dérivé de celui qu'on utilise en chirurgie réfractive au quotidien, mais avec une petite différence sur les caractéristiques techniques, et qui est transmis par une fibre mobile, usage unique, voilà, qu'on va brancher sur une console. On fait un petit calibrage, donc exactement comme l'excimer qu'on utilise en chirurgie réfractive. Et puis ensuite, on va pouvoir insérer la fibre à l'intérieur de la chambre antérieure pour pouvoir traiter. Ça demande une petite manip de tilt du microscope pour avoir un accès optimal à l'angle iridocornéen et au trabéculum. Voilà, là c'est le traitement en pratique. Donc on va positionner la fibre au contact du canal de Schlemm et il y a 10 impacts qui sont pré-calibrés dans la console et ça va faire des petites trabéculotomies, donc petits orifices qui vont permettre d'augmenter l'évacuation de l'humeur aqueuse. À la Fondation Rothschild, on a la chance d'avoir été le premier centre français à utiliser Helios et un des premiers centres européens. Et on a une belle cohorte maintenant qui a 1 an et demi de recul. On a 50 patients qui ont été traités par Helios. Et donc, je vous présente les résultats à 12 mois qui sont les plus intéressants. Donc, on avait une PIO moyenne au départ qui était à 16 en préopératoire. Et on a une PIO à 12 mois qui est à peu près au même niveau, qui est à 16. Donc, vous me direz, c'est pas très intéressant ton truc, Alice. Mais sauf qu'on a quand même réduit drastiquement le nombre de médications, puisque au départ, les patients avaient en moyenne 2 molécules hypotonisantes. Ils étaient en bithérapie. Et à 12 mois, ils sont à 0,5 en moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont soit à 0, soit à une molécule. Et la grande majorité est à 0. Donc, c'est vraiment très, très intéressant sur le plan de l'épargne thérapeutique. Si on regarde nos résultats, on est à peu près dans des chiffres qui sont similaires à une étude qui vient juste d'être publiée de Antonio Moreno, qui est une petite série aussi. On a très peu d'événements péropératoires qui ont été rapportés. C'est un geste qui est assez simple après une courbe d'apprentissage, évidemment qui est nécessaire et qui est d'autant plus facile quand on est déjà un chirurgien de la zone trabéculaire, donc par exemple avec l'iStent. Et ce qu'on a à noter simplement, c'est un petit pic d'hypertonie post-opératoire à J7 qui est probablement lié à l'effet inflammatoire du laser. Donc on a eu pas mal d'hypertonie mais qui ont été facilement jugulées par un traitement médical. Et puis on n'a pas eu de complications graves sur le long terme. On n'a pas eu plus de chirurgie que dans les chirurgies trabéculaires usuelles comme iStent par exemple. Donc phaco-chirurgie excimer, c'est une technique mini-incisionnelle qui peut être compatible avec chirurgie combinée de la cataracte, sans implantation de dispositif. Ça, c'est son vrai point positif. Il n'y a pas de dispositif qui reste en place. On a des complications qui sont peu importantes, peu graves. Un petit pic d'hypertonie à J7 qui est important à connaître pour pouvoir le traiter et une efficacité qui est vraiment au rendez-vous à 12 mois avec une réduction significative du nombre de traitements. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe. Merci.